Comment vous avez baptisé votre cancer? Marcel. Que les Marcel de la Terre me pardonnent, c'est un nom que j'ai pas du tout. Et voilà, donc ça, je l'ai mis en scène et je lui donnais un rôle ridicule. Et à quel petit nom répond votre médecin? Le Père Noël. Mais non, mais parce que c'est... il a commencé par être pas très sympa parce qu'il m'a retiré un sein, mais après il a reconstruit, il m'a fait une devanture superbe et bon. Et donc c'est venu au moment de Noël, c'était un très beau cadeau de Noël, c'était un conte de Noël. Encore une fois, c'est pas mon livre ne donne de leçons à personne, je veux dire bon. Il tape un peu sur les doigts de ceux qui vous ont quand même un peu perturbé, par exemple celui qui pour la première fois vous a poussé au bloc opératoire à 14 h, donc c'est un peu gênant parce que vous savez qu'on est obligé de pas avaler quoi que ce soit depuis le réveil. Oui, en plus moi j'ai toujours faim, mais là j'avais une faim horrible et il m'a raconté ce qu'il allait manger pour le déjeuner et avec un steak béarnaise, enfin pour tout. Tout en vous amenant au bloc, vous alliez pour la première fois meurtre, mais bon, je ne l'ai pas tué. Hein. Oui. J'ai noté son nom quand même. J'ai pris des notes et je l'ai retrouvé après. Ah oui, et vous lui avez dit quoi? Bon, on a fait la paix. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, je lui ai dit que c'était pas chic ce qu'il avait fait. Quant au la deuxième opération, lui, il avait mis des chocolats qu'il mangeait et il les a mis sur le bout de mon lit en m'emmenant que je ne pouvais pas manger. Ça, c'était très moche. Mais bon, c'est... Celui-là, vous ne l'avez pas retrouvé encore? Non, je ne l'ai pas retrouvé. Vous cherchez encore? Je l'ai cherché. Qui ne paie rien pour attendre. Quel était votre sentiment la première fois que vous avez eu votre livre entre les mains? Un grand bonheur, j'étais très fière. Et enfin, je le regardais, je me disais, c'est moi qui ai écrit ça. Et puis, je trouvais que la couverture était belle. En fait, ce livre est une très belle histoire d'amitié. Et il est né d'un concours de circonstances, d'un ami éditeur qui m'avait demandé d'écrire un petit peu. Finalement, ça n'a pas été édité chez cet ami, mais chez un autre éditeur. Et finalement, tout le monde a un peu mis la main à la page. Jean-Claude Killier m'a écrit une très très belle préface. J'avais travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui avait été aussi touché par le cancer. Et je l'ai pris comme un très beau geste d'amitié. Et puis... Oui, il avait perdu sa femme. Le cancer de sa femme, il faut préciser que les gens ne pensent pas je ne suis pas très claire. Et puis d'autres amis m'ont aidé pour la couverture, pour tout un tas de choses, etc. Donc oui, c'est une belle histoire d'amitié. Donc quand je l'ai eu dans les mains, c'était un beau symbole. Beaucoup de courriers? Je suis effarée. J'essaye de répondre à tout le monde. Je promets que combien de lettres vous pensez avoir reçues? Ça arrive par centaines, quoi. Carrément. Oui. Qu'est-ce qu'on vous raconte principalement? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Des personnes qui sont en plein dans la maladie et qui me disent qu'elles la vivent autrement, que ça les aide beaucoup à garder le moral. Et puis également des personnes qui côtoient des malades et qui ne savent pas bien comment s'y prendre et qui me disent qu'en lisant ce livre, ça les a mis plus à l'aise et qu'ils abordent la maladie avec un autre regard. Mais je trouve que déjà, ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel du courrier est positif et encourageant. Est-ce qu'il y a des lettres qui vous agacent, qui vous énervent? Il y a eu Aucune. Zéro? Non, pas une lettre, pas sympa. À moins que mon éditeur les filtre, mais je pense pas. Elle vous arrive ouverte ou fermée? Elle fermée, à moins qu'il les décolle. Ah oui, c'est possible, c'est à la vapeur, à l'ancienne. Vous avez reçu des lettres de critique, vous, après, au nom du père? Moi, j'ai reçu des lettres anonymes, moi. Mais dégueulasse, alors. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire? Disant qu'il fallait laisser cette jeune fille en paix, que mon temps était un salaud, que de toute façon c'était le père de cette petite, et que de toute façon de quoi je me mêlais, et que je ne l'emporterai pas en paradis. Toujours anonyme, les lettres critiques? Mais dégueulasse. Mais toujours anonyme, ces lettres critiques? Bien sûr, les lettres dégueulasses sont toujours anonymes. Madame Tanet? Oui, non, j'approuve ce que dit Catherine Alexandre. Vous avez reçu du courrier également? Pas pour lettre à Émilie, mais avant. Donc après le procès de Jean-Marc de Perrois, mon mari et moi, on a reçu une multitude de courriers anonymes. Et comme le souligne si bien Catherine, les courriers dégueulasses, généralement, on ne doit pas être très fier de les écrire, donc il vaut mieux pas les signer. Et puis on se sent moins responsable. Tout quand on menace un petit garçon qui a 2 ans et demi à l'époque de mort, on a trouvé que ça, c'était vraiment odieux. Charmant. Et vous? Moi, j'ai reçu beaucoup de courriers. Et des très très belles lettres. Des belles lettres de gens qui avaient lu le livre, qui avaient trouvé que c'était... En fait, vous disiez la même chose. C'est-à-dire que moi, je n'ai eu aucune lettre désagréable, méchante, violente. J'ai eu que du courrier qui approuvait, qui disait « enfin, quelqu'un parle, enfin, quelqu'un raconte ». Moi, ça fait 25 ans que je vis la même chose. Et voilà. Quelqu'un a apporté une des lettres que vous avez reçues, que vous ayez reçues après oui, on les a pas là. Moi, elles sont dans la loge. Très bien, je suis contente pour la loge. Je remercie beaucoup, madame. Je demande à Bernard Fixot de venir nous rejoindre. Ah, vous en avez une? Attends, Bernard Fixot vient nous rejoindre pendant cela. Venez, monsieur Fixot, sous les applaudissements du 102. Bonsoir. Mettez-vous au milieu, entrez.
Allez, je vous en prie. Mais je peux le citer de mémoire. Ouais, vous pouvez citer de mémoire, je vous en prie. Il y a une journaliste de France 2 qui n'est plus maintenant chez vous. Elle était à l'audience civile en février 98, donc juste avant la sortie de Lettre à Émilie. Elle était particulièrement désagréable avec nous. Elle a lu Lettre à Émilie. 3 jours après, je reçois une lettre par l'intermédiaire de Grasset. Elle me dit « Madame, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de vous avoir posé une multitude de questions idiotes, comme quoi les journalistes ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas toujours bien leur métier. Maintenant, Émilie m'est devenue familière. Et sachez que pour chaque lecteur, elle fera partie de la vie de chacun d'entre nous. » Et ça, je me suis dit, ça y est, le message est passé et ils ont compris. Bien. Monsieur Fixot nous a rejoint. Monsieur Fixot est l'ancien président de la maison d'édition Lafon Fixot et depuis janvier dernier à la tête d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle XO, comme le très vieux cognac. Vous avez relancé en France le récit d'autobiographies anonymes durant les années 80, de nombreux ouvrages qui ont beaucoup fait parler d'eux. Je parle de Jamais sans ma fille, de Betty Mamoudi, c'est vous qui l'avez publié. 4 millions d'exemplaires vendus, c'était imaginable au moment de la sortie? Pas du tout, non. Vous pensez que ça pouvait aller jusque-là? C'est un record d'édition absolu, ça, non? Sûrement pas, autrement j'aurais eu peur, j'aurais pas publié. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, comme ça. C'est comme ça. Parmi les récits des invités que vous avez entendus jusqu'à présent, est-ce que certains auraient pu être publiés chez vous, à part Sale Prof qui a été publié chez vous? Et Catherine? Oui, Catherine, avec parce que les souvenirs et les regrets. L'autobiographie de Catherine, celle qui compte pour moi, et en tous les cas j'espère aussi pour elle, c'est quand même des souvenirs et des regrets aussi, qui est un merveilleux livre. Et qui a été une très belle aventure. Et puis beaucoup d'autres. Parmi ceux qui sont ici? Sont ici, malheureusement, je le regrette. Mais est-ce que vous auriez publié? Il y a des livres que je n'aurais pas aimé publier. Lesquels? Le livre de M. Tournier, puisque ce n'est pas une autobiographie, c'est la biographie secrète d'un président de la République, ce qui me paraît quand même un autre sujet. Pierre. Bien que je ne discute pas de ce qu'il dit profondément pour lui, parce que je vais lui faire le crédit de le croire, je veux dire que néanmoins, ce qu'il en reste, c'est quand même pas une autobiographie, c'est tout autre chose, et que c'est quelque chose qui ne m'aurait pas intéressé. J'aurais pas voulu publier ce livre, parce que j'aime pas publier ce type de livre, c'est tout. Pierre, vous voulez répondre à ça? Tout simplement parce que c'est pas du tout l'autobiographie de François Mitterrand, c'est la mienne, c'est ma vie. Si on lit le livre, on s'aperçoit que c'est de ma naissance à la mort de François Mitterrand. Et ma vie à 50 cm d'un personnage. Henriette? Oh, j'aurais bien voulu la publier, oui. J'ai même essayé, mais j'ai pas pu la joindre à l'époque. Oui, ouais, absolument. C'est vous qui allez vers les gens qui ont vécu toujours, parce que... Quoi? Je témoigne. Oui. C'est toi qui vas vers les gens. Oui, bien sûr, parce que moi j'aime les gens et je suis curieux des gens. Et dans les autobiographies qui m'ont intéressé, c'est quand elles ont un caractère d'exemplarité. Moi j'écoute madame et elle me dit qu'il y a des gens qui m'ont écrit que ça avait beaucoup changé leur vie, leur maladie, qu'elles avaient pu s'en sortir un peu grâce à elle. C'est toujours ça que j'ai essayé de faire. Et j'ai été récompensé, ah oui, je vais faire ma pub là maintenant, j'ai été récompensé parce qu'il y a une étude qui est parue dans le Nouvel Observateur sur les livres les plus cités par les enfants, d'abord les ados, jusqu'à 15 ans, puis après jusqu'à 18 ans. 30 bouquins. Et il y avait 30 livres. Et sur les 30 livres, il y avait 3 documents Fixot. Alors il y avait bien sûr Jamais sans ma fille, d'accord. Mais il y avait aussi un livre que j'avais publié d'une petite jeune fille qui s'appelait Nathalie Schweighofer, qui s'appelait J'avais 12 ans, qui racontait son inceste. Et c'était un livre très difficile à faire. Moi, je lui avais dit à un moment, je lui ai dit, mais tu es sûr que tu veux le faire? Elle m'a dit, oui, je veux le faire pour témoigner. Et ce livre s'est retrouvé 3e dans la liste des livres les plus lus et les plus cités par les enfants de moins de 15 ans. Et au fond, exemplaire... Et le 3e? Et le 3e, c'était Barbara Sanson, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. La jeune fille qui est contractée vireuse du sida. J'avais voulu répondre à l'histoire de Collard qui racontait qu'au fond, l'amour était beaucoup plus fort que le sida. Eh bien, cette jeune femme avait fait l'amour la première fois, elle avait attrapé le sida. Elle est vivante aujourd'hui, je suis vraiment content pour elle. J'aurais même aimé qu'elle soit là. Et, on l'a recevue déjà ici. Et oui, je sais. Mais, et elle aide beaucoup, elle a une association qui aide les gens qui ont le sida. Et ça, je trouve que c'est toujours très intéressant que les gens servent d'exemple pour aider les autres. Christophe Teuzeau? Non, parce que je ne connais pas le milieu de la boxe et franchement, j'y connais rien. Alors, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'un éditeur derrière une autobiographie, ce n'est pas un journaliste que j'explique toujours. Le livre est le dernier média non censurable. C'est le dernier média non censurable, pardon. En ce qui concerne le pauvre docteur Gubler, je trouve que son effet c'était regrettable, mais tous les médias créent des censures. La télévision, parce qu'elle ne vous donne pas assez de temps, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour raconter. Le journaliste qui vous interroge, vous ne retrouvez jamais exactement ce que vous avez dit. Le livre, vous installez ce que vous avez fait avec quelqu'un peut-être pour vous aider pour écrire, et vous avez pris le temps, et tout ce qu'on veut pour avoir le temps de dire ce qu'on veut dans le temps qu'on veut. Et une fois que c'est fait, d'abord c'est vrai que c'est une thérapie formidable, et ensuite
je crois que souvent, ça aide les gens aussi, et les autres qui se trouvent dans la même situation. D'accord. Qu'est-ce qui, selon votre propre expérience, fait le succès des autobiographies de personnes qui ne sont pas vraiment connues du grand public, à part l'exemple de Catherine ici présente ou de Christophe Amalrac? C'est toujours l'histoire d'une personne ordinaire à qui il arrive une histoire extraordinaire. Et quand elle a envie de l'écrire, c'est que la personne elle-même est devenue extraordinaire par son histoire. Elle était ordinaire avant son histoire. Son histoire l'a fait devenir extraordinaire. Car tous les gens qui écrivent et qui ont besoin de publier leur autobiographie sont des gens extraordinaires, la plupart du temps. Le bilan peut être négatif pour l'auteur après la publication de l'histoire de sa vie, ça arrive? Sûrement. Sûrement. J'en ai fait la triste expérience. Je suis allé demander à Christine Malèvre, qui était l'infirmière de l'hôpital de Mantes, de savoir si elle voulait écrire pour s'expliquer. Pour expliquer comment on peut... disait-elle à la demande des gens, les aider à pratiquer l'euthanasie, à les aider à mourir. Ça me semblait être un sujet de société très important et je suis allé la voir. Elle a accepté, je lui ai demandé, elle a accepté. Aujourd'hui, elle a un procureur général qui l'accuse d'avoir tué, je ne sais plus, 30 personnes, ou je ne sais pas, ce qui paraît d'ailleurs impossible. J'espère que l'acte que j'ai fait en venant la chercher ne va pas lui retomber sur la tête, je le souhaite. J'ai pris un risque pour elle aussi, elle l'a pris et peut-être que j'ai fait une erreur. Sinon, c'est pour sa pomme à elle. Quoi. Complètement, oui. Complètement. Alors, donc là, ça doit poser quand même quelques scrupules à l'éditeur dans ces cas précis. J'en ai parlé avant, on en parle toujours, je veux dire. Mais c'est vrai que les gens ont envie de s'expliquer. Il y a un moment où, quand vous êtes dans cette espèce de maelstrom médiatique, vous avez envie de vous expliquer, prendre le temps que c'est vous qui décidiez dans quel ordre vous voulez prendre les choses. Et elle a choisi de le faire et j'ai cru vraiment que ça allait l'aider. J'espère que je suis sûr que ça l'a aidé sur le plan personnel. Sur le plan juridique, je ne suis pas sûr. D'accord.